Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts ? Let's go ! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Edouard, merci de participer au podcast Real Insiders. C'est Joël, merci à toi pour l'invitation. Alors, je te dis merci, mais c'est pas la première fois, parce que si je fais un petit flashback, je t'avais reçu en 2022, d'ailleurs pour mon deuxième podcast, et à ce moment-là, t'étais clairement un jeune talent qui venait de finir son premier brevet au SVIT, et qui commençait à cartonner sur TikTok, puis sur Instagram, avec quelques milliers d'abonnés, mais je crois qu'à l'époque, je l'ai plus en tête, c'était 2-3 000 abonnés. Et aujourd'hui, quel parcours, parce que t'es devenu une figure incontournable de l'immobilier roman. T'étais déjà très déterminé au début quand moi je t'avais connu et quand j'avais identifié, entre guillemets, ton potentiel, si je peux dire ça, parce qu'en vrai, personne ne te connaissait à part, entre guillemets, les gens de TikTok. Et est-ce que toi-même, tu réalises la vitesse à laquelle tout a évolué ? Est-ce que tu peux raconter cette évolution incroyable ? C'est vrai que le premier épisode qu'on a fait ensemble, c'était au tout début. C'était au SVIT. Moi, je me rappelais pas que c'était autant au début. Ah, c'était un mois après, je crois que t'avais fini le brevet en juillet. T'avais commencé les vidéos, je crois, en août, tu m'avais dit dans le podcast, et je t'avais interviewé genre en octobre, début octobre. Précisément, j'ai terminé le 1er juin, et le 1er juillet, j'ai commencé à publier 3 vidéos par jour. Ouais. C'est malade. Et tu me disais, je vais être le Bernard Nicot dans 10 ans. Mais j'ai dit ça à l'époque. Ouais, je me rappelle. C'était incroyable. Quelle arrogance. C'est une arrogance, mais tu t'es... franchement, j'espère pas que ce podcast va faire 10 heures, parce que j'avais 100 questions. Je trouve incroyable, et franchement, je suis... presque fier de ce que t'es devenu par rapport à ce que moi j'ai eu depuis le début, parce que ça fait 2022, ça fait 4-5 ans, ça allait vite, mais on va y revenir après, parce que là on va aller trop vite. Mais est-ce que tu te rends compte à la vitesse à laquelle tout a évolué, et est-ce que tu peux raconter cette évolution jusqu'à aujourd'hui ? Ouais, avec plaisir. Pour faire une mise à jour aussi de notre épisode, ouais. Nous, c'est vrai que alors très vite on est rentré en contact parce que toi étant dans le marketing, je pense que tu as très vite compris ce que je faisais, c'est clair. Ah, tout à fait. Mais ouais, moi alors l'évolution, ça a beaucoup évolué aussi dans les services qu'on propose et ce qu'on fait aujourd'hui. On s'est vachement professionnalisé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une quinzaine de personnes. C'est énorme. Mais moi je trouve que ça va pas si vite que ça. Franchement, je trouve que ça va pas si vite que ça. Ouais, mais toi t'es un féru de boulot. T'es toujours au boulot. Ça, mais on voit. Là, franchement, mais quand je vois la vitesse de l'intelligence artificielle aujourd'hui, à quelle vitesse ça évolue, tu vois, je me dis purée, en fait, on est vachement lent. Bref. Je pense que dans le secteur de l'immobilier, c'est vrai que c'est allé assez vite. Après, on a l'évolution, en gros, elle a été depuis ce premier épisode. Après, j'ai fait le brevet fédéral de gérant d'immeuble, donc j'avais commencé par l'expertise immobilière. J'ai fait gérant d'immeuble, et c'est là où le compte, c'est assez marrant parce qu'il y en avait peu qui me connaissaient. Ouais. À ce moment-là, en gérance d'immeuble aussi, et le compte a vraiment commencé à bien fonctionner à ce moment-là. Donc là, on est en 2023, je pense. Ouais. Nous, c'était quand qu'on a fait cet épisode, 2022. On avait fait novembre 2022. Après, on était beaucoup resté en contact par rapport aux formations, au nom du podcast, des choses comme ça. Après, on s'est un peu séparé nos chemins parce que chacun a du boulot. Mais on avait suivi ça depuis le début. Et oui, t'avais fait ce brevet. Après, je me rappelle, Karine m'avait dit, tu penses qu'Edouard, c'est une bonne idée au SVIT ? J'ai dit, ça serait le meilleur. Vas-y, prends-le. D'ailleurs, du coup, on donne des cours ensemble. Moi, on s'est jamais croisé. Je crois que la première fois au certificat pour le courtage en immobilier, c'est bien ça ? Ouais, c'est plus moi qui vais maintenant au cours, c'est un collègue qui va. Ouais, c'est vrai que je t'ai plus vu dans la dernière. Ouais. Mais ouais, ça allait monstre vite. Au final, pour toi. Mais à quel moment tu t'es dit, ok, là je tiens quelque chose ? Parce que passer, entre guillemets, de démarrer par des vidéos TikTok à aujourd'hui, être une figure incontournable de l'immobilier roman, et je pense pas qu'il y a beaucoup de romans qui ne te connaissent pas, à quel moment tu t'es dit, ok, là je tiens le truc, il faut switcher, faut mettre la deuxième ?
Et moi, je pense que ma vision dès le départ était vraiment très très long terme. Okay. Depuis le départ, quand j'ai commencé à publier la première vidéo, je me suis dit je poste 10 vidéos par jour 3 vidéos par jour pendant 10 ans, pardon. Oui, ouais. et je verrai où ça mène. Oui. Mais ça, j'ai pas changé de fusil d'épaule. C'est toujours le même rythme, c'est toujours la même chose. Franchement, j'ai rien changé. On a changé un petit peu le style de contenu, on a rajouté des choses, on a enlevé des choses. On a peut-être réduit aussi les vidéos courtes en nombre de volumes. Peut-être qu'on va refaire un peu plus maintenant. Enfin voilà. Des fois on fait un peu plus de pub, des fois un peu moins de pub, donc franchement on fait changer un peu, mais par contre l'idée de toujours publier, toujours partager, ça a pas changé. Et puis en fait évolution ou pas évolution, franchement j'aurais gardé le même rythme depuis le départ, mais c'est vrai que là j'ai fait le brevet d'expert, on s'est vu, on a fait l'épisode, j'ai fait le brevet de gérant et le diplôme fédéral maintenant, et puis maintenant j'ai fini quoi, donc ça c'est derrière. Ouais. Et puis je peux me concentrer sur les affaires maintenant. Bon, c'est un sacré en fait je pense que même toi tu te rends pas compte, parce que quand moi je t'ai connu, t'avais une personne qui venait avec toi avec une petite caméra, t'avais pas de bureau, t'avais rien. Je t'ai évolué, aujourd'hui, t'es à Vevey, t'as beaucoup d'employés. Enfin, je pense que même toi, t'arrives pas à te rendre compte, parce que l'arrêt sur image, il est difficile, surtout que là, tu viens de sortir d'Inview, et on va en discuter. Et je pense les gens, ils s'en rendent pas compte. Moi, c'est un peu une fierté, parce que je t'ai vu démarrer, et moi, je voyais aussi des gens dans l'immobilier dire, ouais, mais contenu TikTok, ou non, je veux pas faire vos podcasts, parce que voilà, les podcasts, et aujourd'hui, tout le monde veut en faire, mais bon, ça, on va revenir. Donc, moi, je pense que tu peux être déjà fier de toi. Et puis maintenant, on va voir les produits que tu viens de lancer, comme InView. Et puis surtout, une super équipe, quoi. Toi, c'est quoi, j'ai une question pour toi, parce que c'est quoi l'image que les gens ont de moi de l'extérieur? Parce que moi, vraiment, ça m'intéresse pas, je regarde pas ça, je pose pas la question, je m'en fous un peu. Mais maintenant, avec le recul, tu vois, la différence entre avant au début et puis maintenant. Je ne saurais pas dire, parce que j'ai pas la vérité infinie, enfin j'ai pas la science infuse, mais je pense que au début les gens t'ont vu comme un TikToker, et malheureusement, mais ça a coûté très cher, comme un influenceur de Dubaï, entre guillemets, tu vois ce côté. Et aujourd'hui, t'es invité à des conférences où tu dois faire les conférences au Rents, où tu fais comment on dit, tu poses les questions, je sais plus, des tables rondes, modérateurs à gauche à droite. Et aujourd'hui, t'es devenu une figure de l'immobilier. Tout le monde connaît Edouard, alors que je pense qu'au début, il y avait cette image un peu influenceur, malheureusement, de ces gens, entre guillemets, qui font de l'immobilier à Dubaï. Et ça a complètement, radicalement changé. Mais je pense que c'est aussi, t'as lancé un trend, parce que derrière toi, il y en a plein qui l'ont fait, à tort ou à travers, avec succès ou moins de succès, mais il y a des gens qui l'ont fait et ils voient que ça fonctionne. Donc je pense que tu as ouvert aussi une nouvelle façon de communiquer. Mais comme tu disais, je crois dans un premier podcast qu'on parlait, tu me parlais, je sais plus si c'était de Gary Ive, tout ce qui se passe aux États-Unis finalement arrive après en Europe et arrive en Suisse. On n'a pas non plus réinventé une boucle en faisant un podcast, c'est des choses qui existent ailleurs, mais il fallait quelqu'un qui le fasse. Et aujourd'hui, vu que ça fonctionne pour toi, je pense que les gens de l'immobilier te voient comme quelqu'un de très pertinent. Alors, il y a beaucoup de questions, mais il y en a une qui est liée à ça, donc je vais rebondir. Je pense que, tu me dis ce que t'en penses, grâce ou à cause de ton succès, est-ce que ça t'a forcé, je pense que t'as eu ces critiques de, oui, mais c'est l'influenceur, entre guillemets, TikTok, oui, mais non, en fait, j'ai fait mon brevet, maintenant je vais vous prouver, et je le documente, que je fais un deuxième brevet, et maintenant je vais vous prouver que je fais le diplôme et que j'ai pas le temps d'y aller, donc t'as 2 brevets et un diplôme. Maintenant, qui c'est qui peut dire que je suis pas légitime dans l'immobilier? Tu vois un peu ce que je veux dire? Je pense que ça t'a aussi mis une pression et ça t'a forcé à prouver aux gens que, les gars, je suis pas un rigolo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que, alors c'est pas tellement les diplômes qui me rendent plus légitime, je pense. C'est plus ce que je fais dans l'immobilier concrètement, aussi, les investissements qu'on fait, les projets qu'on fait. Et là, on fait vraiment des super projets, mais vraiment des vrais projets, des super projets qui sont plus ou moins volumineux, de plus en plus volumineux. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Aussi. Et c'est ce que je fais le plus. Et c'est ce qui crédibilise encore plus. Bien sûr. Donc voilà, et ça, je pense que c'est vraiment game changer, parce que quand je vais voir une banque, ça, je me suis rendu compte tout récemment, parce que j'ai ouvert une relation d'affaires avec une nouvelle banque, parce que je me rends compte que les banques aujourd'hui, c'est très compliqué pour tous les professionnels immobiliers qui investissent. Ils voient très bien de quoi je parle. Et donc je suis allé voir une nouvelle banque pour un marché local dans lequel j'ai un projet. Et puis c'est vrai que quand je vais les voir, ils me disent voilà, je vous ai vu sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le domaine de l'immobilier, ça fait 2 ans, il n'y a plus personne que je rencontre qui a jamais entendu parler de moi. Ça fait 2 ans. En Suisse romande, en tout cas. Je parle de la Suisse romande, évidemment. En Suisse alémanique, j'en parle pas, parce qu'il y a un rush qui ramène assez important. Mais en Suisse romande, c'est vrai. Courtier, il y en a pas un qui moi, ça fait plus de 2 ans, il n'y en a pas un qui a jamais entendu parler de moi.
Banquier encore à la limite, mais honnêtement, ils m'ont tous déjà vu. Ils m'ont tous déjà vu, parce que tout le monde a LinkedIn ou un réseau social ou Instagram ou YouTube. Et ça aide beaucoup. Mais après, je commence toujours par, quand je rencontre quelqu'un, je commence toujours par ça, en disant, je sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'on a fait sur Internet, ce qu'on fait. Ils disent oui, j'ai vu un post sur LinkedIn. Et après, j'explique ce qu'on fait. Donc c'est là que je dis, voilà, j'ai fait le brevet j'explique un peu mon historique. Je fais le brevet 1, brevet 2, le diplôme fédéral. Après, je dis, puis on a ce projet-là, et on fait ça, et on fait ça, on fait ça. Et puis là, ça crédibilise vraiment. Ouais, les gens, ils se rendent pas compte. Ouais, justement, parce qu'ils ont l'impression, justement, qu'il y a toujours quand même une casquette d'influenceur un peu comme ça. Je pense que les gens sont très, très en retard quand même, ici, où ils se rendent pas compte ce que ça apporte comme possibilité. C'est l'ère du personal branding. T'as ouvert un marché, les gens, ils se rendent pas compte quand t'as démarré avec les formations aussi et l'accompagnement. J'ai des gens, des courtiers au début, qui me disaient, mais je comprends pas ce qu'il fait, Edouard. Ouais. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui concrètement ce que tu fais et finalement, qu'est-ce qui est générateur de business? J'ai vu dans ta super keynote, on en reviendra, que tu as aussi investi à hauteur de, je sais plus, c'était 30, 40 ou 60 millions. Enfin, je veux dire, je crois que les gens, ils se rendent pas compte. Ils pensent que tu as un mec dans ton coin qui fait 5000 francs de chiffre d'affaires par année, alors que tu es dans un autre game, mais complet. Bon. Après, chiffre d'affaires par année, ça veut pas dire grand chose. Mais c'est vrai que, mais t'as raison. Il y a encore assez récemment des personnes qui viennent faire un épisode de podcast et qui pensent que mon métier, moi, c'est, je suis média, quoi. Ouais. Bah, vraiment, ils pensent que je suis un média qui fait des vidéos sur YouTube. Enfin, vraiment, c'est hallucinant. Moi, ça m'arrive aussi. Moi, je suis choqué, quoi. Et je me dis, putain, mais les gars, c'est pas possible, quoi. Et bon. Après, voilà, c'est pas. Bien sûr. Après, j'explique, ils comprennent très très vite maintenant. C'est vrai que c'est plus clair, mais en gros, nous, ce qu'on fait, on a 4 développeurs informatiques, enfin 3 et demi, 3 développeurs au bureau à distance dans l'équipe, et puis on a développé un outil, une plateforme donc qui s'appelle InView. Bien sûr. On a beaucoup investi là-dedans. Et là maintenant ça va très vite, c'est pour ça que je parlais de l'IA avant, ça va très très vite et je vois que c'est fantastique ce qu'on arrive à faire. Et puis ce qu'on fait, c'est que notre métier, c'est de trouver des opportunités d'investissement pour les investisseurs en gros. Okay. Donc aider les personnes privées à développer leur patrimoine dans l'immobilier en Suisse romande. Et donc c'est assez niché, hein. C'est des personnes qui ont entre 100 000 et 10 millions de fonds propres, je dirais c'est ça le range. Okay. On n'a pas tellement au-delà. Ouais. On a des fortunes au-delà de 10 millions, mais des fonds propres pas tellement. Ouais. Et puis en dessous de 100 000, c'est difficile. Okay. À la limite 80, mais après c'est difficile. On peut pas tellement aider à acheter. Après on est bloqué, on n'arrive pas à acheter, quoi. Bien sûr. Même dans des régions un petit peu plus reculées, quoi. Mais donc, je dirais fourchette large, donc 80 000 à 10 millions, quoi. Et puis on met en place une stratégie pour tous ces investisseurs différents et on leur trouve des opportunités, on génère des plans financiers. Et puis, vraiment notre travail maintenant, on a automatisé beaucoup de parties du processus. Il faut se rendre compte de ce que j'ai fait aussi. Ça veut dire que pendant 2 ans, j'ai suivi des gens manuellement, step by step, pour voir tous les problèmes qu'ils avaient dans le parcours de l'investisseur pour investir en Suisse romande. Et puis je me suis dit, il faut que j'automatise tout ça. Donc c'est comme ça qu'on est venu sur la tech et puis les devs. Et puis le premier dev qu'on a engagé, qui est fantastique, qui est aujourd'hui le manager de l'équipe des devs, et qui est incroyable. J'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est un domaine, j'ai aucune idée. J'aurais pu dire n'importe quoi. Chacun son business. Hein. J'ai aucune idée comment ça marche, mais il est vraiment incroyable comme gars. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a commencé à construire petit à petit ensemble, un peu automatiser étape par étape, brique par brique. Comment est-ce qu'on fait pour court-circuiter le processus qui prend trop de temps, pour que je puisse libérer du temps et pour que je puisse me concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, c'est-à-dire sourcer des deals, trouver des opportunités. Et c'est ce qu'on fait. Parce que ça, en plus, ça je me rappelle en 2022, pour ça j'ai une bonne mémoire. T'avais lancé, tu faisais de l'estimation en ligne de base, entre guillemets, de l'estimation immobilière, pardon, pas en ligne, de la formation, et je pense que c'est brique par brique, vu que t'as eu des gens qui ont pris ta formation et que ça a fonctionné, et puis que du coup tu t'es vu qu'il y avait des limites chez certains gens, des frustrations, que je pense que t'as pensé ce produit, parce qu'il s'est pas fait du jour au lendemain. Donc c'est en accumulant toute cette expérience que tu t'es dit, là, je vais lancer un nouveau produit, il s'appelle InView. T'as fait une keynote incroyable, on l'appelle keynote, on en parlait en off, parce que moi je trouve que c'est incroyable en termes de contenu, de production. Je me rappelle même que tu me disais, tu sais, moi Joël, ça c'était en off, mais on va quand même le dire, tout mon argent, j'en ai rien à foutre, je vais le réinvestir, j'ai rien à perdre, je suis passionné. Je pense qu'il y a des gens qui savent pas ça et doivent savoir aussi qui est Edouard. Au-delà du travail, il y a aussi la passion, l'envie, et je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte. Et moi, je voulais quand même te dire bravo pour ça, parce que t'étais tout seul, t'étais un gamin de 22 ans qui s'est lancé sur TikTok, et aujourd'hui, les affaires vont bien, quoi, entre guillemets.
Ah, merci beaucoup, ça pourrait toujours aller mieux, mais merci beaucoup pour le message. Ouais. Mais c'est vrai que le produit et la société s'est construite parce que je suis 100% financé en fonds propres. Hein. Oui. Donc, je veux dire, j'ai jamais levé de fonds pour développer cette plateforme. Mais donc, il faut se rendre compte que j'ai commencé effectivement par l'estimation parce que c'est ce que je voulais faire, parce que le courtage, ça m'ennuyait un peu à cause des courtiers. Hein. Ouais. On va en revenir, mais voilà, à cause du marché qui, je trouvais, était déjà pénible il y a 6 ans. Mais bon, c'est toujours, c'est pas beaucoup mieux. Et puis après, je me suis dit, je fais de l'estimation, j'ai fait des premières estimations, et c'est les gens donc de cette communauté qui s'est développée sur les réseaux sociaux qui m'a demandé, il nous faut une formation, explique-nous comment ça marche, etc. Parce qu'il y a des formations sur investir dans l'immobilier, il y en a partout en France. Hein, mais bon, en même temps, quand tu regardes le marché français, faire ce qu'on a fait franchement dans l'immobilier suisse, c'est vrai que et tu le disais avant off, mais c'est vrai qu'on se casse un peu la tête contre un caillou parce que c'est à se demander si on ferait la même chose, le même parcours si tu veux à refaire de zéro, parce que si t'imagines, en France, t'as 70 millions de personnes ou 75 millions de personnes, Oui. t'as une façon de fonctionner, et donc tu te partages 75 millions de personnes dans les acteurs. T'as peut-être 10 acteurs comme moi là-bas, mais t'as 75 millions de personnes, faut se rendre compte de ça. Et en Suisse romande, t'as 2 millions de personnes, et t'as 35% de propriétaires. Tu vois, en France, t'as 75 millions de personnes et t'as 66% de propriétaires. Je veux dire, quand tu rajoutes les personnes qui font du rendement, tu montes peut-être à 75 ou à 80% de propriétaires. En Suisse, si t'arrives à 40, c'est déjà beaucoup. Donc t'as 2 fois moins en pourcentage de propriétaires, et en plus de ça, la population est divisée par 15, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Donc, c'est vrai que pour ça, la Suisse romande, c'est compliqué parce qu'en plus de ça, fédéralisme oblige, chaque canton fonctionne un peu différemment. Ouais, bon, ça... Donc, je veux dire, quand tu as tout intégré ça, hein, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de business qui travaillent en Europe et aux États-Unis et ailleurs sur Terre, mais qui viennent pas en Suisse. Non, alors ça, toutes les PropTech que j'ai interviewées, je pense que toi aussi, ils disent, il y a quand même le Rösti-Graben, il y a la barrière des langues, et c'est un enfer de venir en Suisse, donc il y en a peu qui essaient, à part si c'est des grosses, de s'implémenter. Et ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que je me dis, cette keynote, enfin, t'as tellement bien fait les choses, je me dis, bon, t'as annoncé que t'allais prendre des cours de suisse allemand. Je sais pas si du coup tu le fais ou pas, si c'est compliqué. Mais j'imagine que pour l'avenir, l'objectif, c'est quand même un peu la suisse allemande. Parce que pour moi, Edouard, ça doit être une figure, une personnalité suisse. Maintenant, il faudra voir si tu arrives à parler aussi bien le suisse allemand que le français, on va dire. Bah, c'est ça le problème, c'est du personal branding. J'aurais jamais le feeling que j'ai en suisse alémanique avec ce que j'ai ici. Si j'étais né peut-être bilingue suisse allemand, peut-être, mais c'est tellement compliqué. Mais oublie, quoi. Ah ouais. Oublie, c'est tellement compliqué. Mais on pourrait très bien s'étaler là-bas. En fait, j'ai vachement revu ça à la baisse, hein, mes ambitions de développement en suisse alémanique, en tout cas pas tout de suite. Ok. Vraiment à moyen terme éventuellement, mais pour moi, c'est vraiment si j'ai de l'argent à jeter par la fenêtre. Ok, je veux dire. Parce qu'il est tellement mieux investi dans l'immobilier que dans un bureau en Suisse alémanique. Bien sûr. Que ce serait pas le premier truc que je ferais. Okay. Donc, moi, je me disais 2027, 2028, on va faire tout ce qu'on peut, on va là-bas, mais franchement, avant 2030, je vois pas l'intérêt. Ah ouais, ok. Et puis après, je me poserai la question à moyen terme. Mais en fait, j'ai posé la question autour de moi avant de me dire est-ce que je fais ça ? Est-ce que j'ouvre en Suisse alémanique ? Puis c'est vrai que tous les entrepreneurs qui ont essayé de faire ça m'ont dit franchement, sous-estime pas, parce que tout le monde sous-estime. C'est vraiment très très compliqué. Et en plus de ça, moi j'ai un personal branding très très fort. Donc c'est-à-dire que je vais là-bas, je suis inconnu. Il n'y a personne qui me connaît, parce qu'il y a une frontière plus importante là-bas qu'avec la France. Hein. Ouais, il y a plus de personnes en France qui me connaissent que de personnes là-bas. Ouais. Et donc c'est très très difficile. Ce que je pense que je vais faire, c'est intégrer petit à petit des podcasts avec des Suisses allemands, peut-être en allemand. Voilà, faudra voir comment ça évolue. Ouais. Ça, j'aimerais bien en avoir, mais j'en ai fait un ou deux avec des CEO suisses allemands, mais qui parlent français évidemment, parce que de nouveau, ça toucherait pas notre audience, parce que notre audience parle français. Donc, en fait, c'est vraiment très très délicat. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et voilà, puis en fait, tu peux tellement mieux investir dans l'immobilier, faire des projets immobiliers ici, et l'énergie que tu consommes elle est tellement moins importante pour beaucoup plus de bénéfices, parce que à la fin de l'année, mais économique, hein, que t'as pas vraiment d'intérêt, honnêtement. Hein. Ok. Pas vraiment d'intérêt. Et aujourd'hui, donc, t'as lancé InView. Est-ce que t'es content des premiers retours ? Est-ce que tu peux me dire exactement, alors parce que pour ceux qui n'ont pas vu la keynote, que j'invite à aller voir de 30 minutes, est-ce que tu peux expliquer exactement ce qu'est InView et est-ce que t'es content des premiers retours ? Je suis très content des premiers retours. D'InView, tu dis, ou sur la keynote ?
Sur les deux, c'est corrélé, quoi. Non, InView, ça fait 7-8 mois qu'on l'a commercialise. Hein. Ok. Mais on n'a jamais sorti, on l'a jamais sorti. C'était vraiment le lancement. D'accord. Qu'on commencera vraiment à communiquer là-dessus, mais personne ne savait qu'on faisait ça. Hein. Ok. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense que personne ne sait vraiment ce qu'on fait. Ils se pose la question, est-ce qu'on fait du courtage? Est-ce qu'on est un média? J'ai les mêmes soucis. Ils savent pas ce qu'on fait, et puis c'est normal parce qu'on n'a pas communiqué sur InView pendant très longtemps. Mais maintenant, c'est suffisamment mûr, puis c'est pour ça qu'on a fait un lancement. Mais en gros, c'est un outil. Moi, c'est ce que j'expliquais avant. Je suivais manuellement pendant 2 ans. J'ai noté tous les problèmes qu'avaient les investisseurs privés. J'ai noté tout ce que je répétais à longueur de journée pour un investisseur privé qui veut développer son patrimoine. Oui. J'ai remarqué toutes les problématiques qu'il y avait sur tout le processus. Et puis, j'ai voulu tout régler avec cet outil. Okay. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à régler. On n'arrive pas à tout régler. Donc, c'est pour ça qu'on existe encore d'ailleurs. Et puis, on se concentre maintenant sur le sourcing d'opportunités plus encore. Ok. Donc, voilà, qui est le gros point noir, je dirais, d'un investisseur privé qui connaît personne, qui a pas d'idée, voilà. Et ça, ça fonctionne vraiment bien, quoi. Enfin, c'est vraiment bien. Si tu veux, en fait, c'est vraiment bien pour un investisseur privé parce que moi, je me rends bien compte de tout le problème. Je veux dire, j'ai parlé à 3500 investisseurs privés individuellement, moi, sur les 3 dernières années. C'est 4 investisseurs privés par jour. C'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte de ça, je pense. Ouais, non, mais c'est par jour ouvrable. C'est 4 personnes par jour ouvrable qui ont tous le même objectif, c'est-à-dire investir dans l'immobilier. Bien sûr. Et ils ont un peu de fonds propres. Et alors, certains n'ont pas de fonds propres. Du coup, je leur dis, écoutez, il faut des fonds propres. Voilà, ça arrive de temps en temps. Soon, quoi. Mais assez rarement, parce que les gens sont quand même un peu éduqués maintenant à travers les vidéos qu'on fait. Et puis, le reste, ils veulent juste investir. Ils ont toujours des questions et des problèmes à régler. Et donc là, franchement, j'ai eu le temps de comprendre. Et c'est un peu comme une IA, quoi. Là, je me suis bien entraîné. Hein. Ouais. Et donc, je sais exactement ce que c'est leur problème. C'est pour ça qu'avant qu'ils posent des questions, j'ai déjà la réponse. Et donc, je sais exactement où ils vont. Je sais exactement ce qu'il leur faut. Et puis, InView a été construit comme ça. Okay. Donc, la plateforme, elle a été construite comme ça. C'est pas comme si on faisait 1000 choses. Et puis, parce que moi-même, j'investis beaucoup. Donc évidemment, je fais plein de projets. En faisant plein de projets, je me rends compte de tout ce qu'il y a à faire, tous les problèmes qu'il y a, toutes les contraintes qu'il y a. Et j'ai voulu tout régler avec ce... D'ailleurs, InView, on l'utilise, nous, pour nos propres investissements, maintenant tout le temps. En gros, InView, c'est ton deuxième cerveau, quoi. Ouais, c'est un Edouard j'ai un peu fait pour nous, digitalisé, quoi. Non, mais quitte à se dire, je me suis même posé la question, tu vois, peut-être qu'un jour, InView, ça servira que pour nous. On aura des clients à nous, mais ça servira que pour nos projets à nous. On continuera de la développer pour nous. Mais on commercialisera plus, tu vois, je sais pas, peut-être. Ou le vendre en marque blanche à d'autres opérateurs qui seraient intéressés par ça. Moi, par exemple, j'ai des clients qui sont des family office et qui veulent faire de l'asset management pour des gens qui ont plus de 2-3 millions, mais c'est de plus en plus de petites structures. Je sais pas si tu t'en rends compte, j'avais pas prévu cette question, mais je trouve qu'il y a aussi un éclatement de l'offre en termes de services immobiliers. Avant, t'avais, je sais pas, je donne un exemple, tous les courtiers étaient dans des grosses boîtes immobilières. Aujourd'hui, on a de plus en plus, en 30 et 40 ans, qui lancent des plus petites structures. Et ça, peut-être que pour InView, ça pourrait être aussi une source de revenus. Moi, je pense qu'il y a déjà pensé, hein, mais peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. On a pensé à un développement B2B sur InView, ouais. Mais pour le moment, on est que en B2C, simplement parce que c'est l'historique de nos clients et c'est là où on est les meilleurs. C'est parce qu'on les connaît tellement bien. Oui. Je pense qu'il y a personne... Je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il n'y a aucun business enregistrement qui a parlé à autant d'investisseurs privés que nous. Parce que, évidemment, un investisseur privé, il va investir dans l'immobilier. Le premier truc qu'il fait, c'est il va sur Google, il tape immobilier suisse, investir. Il peut pas ne pas tomber sur nous. Aujourd'hui, c'est pas possible. On a 3000 vidéos sur YouTube, on a 4000 vidéos sur Instagram. Et c'est au max. C'est pas possible de pas tomber sur nous. C'était l'objectif d'ailleurs, des vidéos YouTube. Donc, ils nous voient, quoi. Et puis du brand content, et ça on va revenir. Je pense que ça va beaucoup intéresser les gens. Mais quelles sont aujourd'hui les plus grosses erreurs que tu as faites en grandissant, si je puis dire, entre guillemets, aussi vite? Alors toi tu dis que tu vas pas assez vite, mais est-ce que tu as eu un mauvais focus? Est-ce que la fatigue? Est-ce que mauvaise collaboration? Est-ce que c'est vouloir tout faire? Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, mince, là j'ai fait des erreurs? Ouais, moi alors surtout je dirais recrutement, beaucoup, ouais. Parce que ça je sais pas faire, je suis pas un bon manager, moi, vraiment pas. Je pense, peut-être, je sais pas si je peux dire leader parce que je sais pas si je me considère comme un leader, mais peut-être un bon leader dans une équipe par l'exemple. Oui. Parce que c'est vrai que j'arrive toujours le premier, je pars toujours le plus tard, quoi. Et je pense que je suis assez bien organisé, assez bien structuré, assez bien cadré. Je pense que je fais peu de faux pas, quoi. Dans une journée, je veux dire, toute l'équipe a accès à mon agenda, je vois très bien ce que je fais, voit très bien ce que je donne. Puis voilà, j'ai plus ou moins toute ma vie, c'est une veine. Bien sûr. Donc ça, ils le comprennent très bien. Je pense que ça drive quand même une partie de l'équipe, j'imagine. Et voilà, puis ça motive des gens qui veulent avancer, à aller dans la même direction que moi.
mais parce qu'on a une vraie mission, quoi. Oui. Puis t'as une belle équipe. Je veux dire, il y a du monde là. Quand je suis arrivé, Edouard n'est pas tout seul, on va dire. C'est une super équipe, ouais. C'est une super équipe. Donc je suis très content de l'équipe. Maintenant, c'est clair que dans l'organisation managériale, ça c'est sûr que j'ai fait très faux, ouais. Je pense, ouais. Enfin, j'ai fait très faux. Non, j'ai pas fait très faux, mais il y a plein de trucs que j'aurais pu faire mieux parce que c'est juste que là, j'ai pas pris des shortcuts que moi j'ai tout appris par tester en fait. Ça, un peu génération. Ouais, bien sûr. Et là, pour le coup, là, j'aurais dû me former. Tu vois. Okay. À la place de faire le diplôme fédéral, tu vois, peut-être que j'aurais dû faire une formation, peut-être plus de gestion d'entreprise, on va dire. Ouais, mais bon. Dans le diplôme, il y a ça gestion un peu. Oui, il y a ça, mais bon, je suis pas allé au cours et tout. Enfin, ah ouais, bon. Ouais, mais j'avais pas le temps, mais tu vois. Alors, à la place du brevet de gérant d'immeuble, quand j'avais un peu plus le temps, peut-être j'aurais dû faire ça plutôt. Tu vois. Ouais, ok. Mais je sais pas. Mais voilà. Après, sinon, je regrette rien. Tu vois, c'est des vraies expériences. Oui, puis bon, les gens ils peuvent pas t'en vouloir. T'avais 22. Aujourd'hui, t'as quel âge? 27 là. Ouais, t'as démarré à 22, hein. 2022, t'avais quel âge du coup? Ouais, 22. Ouais, c'était un mois avant mon anniversaire. Hein. Donc, le premier TikTok c'était à 22, mais bon, j'étais à un mois de 23. Quoi. Et tu vois, je pense que les gens ils pensent que t'as 40 ans, parce que j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on te voit, mais t'as que 27 ans. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait être à ta place aujourd'hui, mais on va en discuter et qu'ils se rendent pas compte que t'as déjà fait des choses qui sont, selon moi, incroyables. Après, moi, je suis pas là pour te rincer, mais vu que je t'ai vu évoluer, moi, je t'ai vu, je sais pas, je te rappelle, on mangeait ensemble au Saint-Pierre pour tes formations, je t'avais connecté avec Livio, Piero Pastor, enfin plein de trucs où je t'ai donné j'ai essayé. Après, je fais pas le mentor du tout, hein, mais te donner des conseils, parce que je me suis dit, dans ma tête, hein, je me dis, ce mec, ce gamin, il va réussir. Il a tellement les bons codes, vu que je fais du marketing immobilier, il y a tellement personne, il le fait bien, et il donne tout pour, qu'il peut que, d'une façon ou d'une autre, réussir et déjà monétiser entre guillemets son audience, et ensuite, vu qu'il est bon avec tous ses brevets, la formule quand tu bosses, ben il n'y a pas d'autre formule gagnante que bosser finalement. Je sais pas si tu es d'accord avec toi, mais c'est à peu près ça. Et tu as aussi énormément développé ton image personnelle. T'es exposé. Est-ce qu'à un moment tu t'es senti piégé par ta propre visibilité ou pas du tout? Non, mais si je pouvais faire exactement ce que je fais sans la visibilité que j'ai, ça je signerais demain. Ah ouais, c'est clair. Okay. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai pas du tout d'intérêt, c'est pas par ego hein, que je mets ma tête partout sur Internet. Hein, vraiment, on l'a construit la boîte comme ça. Hein. Un outil marketing, quoi. Ah ouais, c'est un outil de business. Hein, mais ça, j'ai dit depuis le jour 1. C'est une génération de leads, hein, ça fonctionne, c'est du marketing pur. Alors moi, ça m'intéresse. Les podcasts, ça m'intéresse vraiment. Oui. Il y a des vraies interactions. J'accueille des personnes super. J'avais hier Xavier Jeanneret ici, tu vois, de Urban Project. Juste avant l'épisode, j'ai eu Grégoire Junot du syndic de Lausanne au téléphone pour fixer un podcast, tu vois. Donc incroyable. Ça c'est super. Comme moi, je trouve ça super intéressant. Tu vois, des gens que tu vois que à la télé, que t'accueilles ici, tu te rends compte c'est des gens normaux. Tu te rends compte qu'en fait ils ont des idées, des fois ils disent des trucs faux. Puis en fait, voilà, tu vois, ça je trouve super. Et en même temps, ça donne une super expérience. Puis il y a tout ce qui se passe pendant l'épisode et tout ce qui se passe en dehors de l'épisode. Et puis voilà, puis il y a des contacts que j'ai gardés qui sont super. Oui. Et donc voilà, moi ça je trouve vraiment très très enrichissant. Après, tu vois, faire des réels, donc des vidéos où j'explique comment fonctionne le financement immobilier pour acheter sa résidence principale avec 20% de fonds propres. Quand c'est le 50e que je fais. T'es en mode robot, quoi. Et que voilà, moi, est-ce que ça m'intéresse? Non. Voilà. Bien sûr. Est-ce que je fais que des trucs qui m'intéressent? Non. Je crois que dans mon podcast, t'avais dit que ton rêve c'était Christian Constantin et tu l'as eu. Est-ce que c'était une fierté? C'était mon rêve, j'ai dit. Je crois que c'était un truc comme ça. J'étais bête quand j'étais jeune. Christian Constantin, ouais, c'était un super. C'était le GOAT, quoi, pour toi. Ouais. C'était le mec ultime, quoi. Là, mon rêve maintenant, c'est Orlati. Là. Ok. Là, s'il nous entend, c'est il y a forcément quelqu'un qui connaît Orlati de proche là qui entend cet épisode. Aidez-moi à avoir Orlati. Là, j'aimerais bien avoir Orlati, parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Bernard Nico aussi. Hein. Bernard Nico, j'ai un peu chassé aussi pour l'avoir, mais compliqué. Mais non, moi je trouve que alors bon, maintenant ça c'est effectivement, pour moi c'est beaucoup plus facile d'accueillir des gens. Oui. Christian Constantin, il a joué le jeu dès le départ. C'est un gars vraiment super, enfin vraiment super. Moi j'ai rien à dire. Il est venu ici, il a pas posé de questions. Tu vois, il aurait pu me dire des pasteurs, j'ai pas envie. Mais non, bon, accessoirement il a un bureau à côté, donc ça va. Donc bon, voilà, mais il est venu ici. On a fait l'épisode qui a duré 1h15 et on a discuté pendant 1h30 après l'épisode. Donc donc il s'est vraiment intéressé à ce que je faisais. Ouais. Il a tout compris ce que je faisais. Franchement. Pour quelqu'un qui arrive à 70 ans à peu près, hein. Donc dans sa carrière immobilière, je veux dire, il est pas vraiment au début, mais il a tout compris ce qu'on faisait.
Mais ça Il y a des gens qui ont 35 ans maintenant, ils pensent que je suis un média sur Internet. Lui, j'avais pas besoin de, il avait pas besoin de venir ici pour comprendre que je faisais pas ça. Mais à son époque, c'était un précurseur aussi, comme Bernard Nico. Seulement qu'eux, ils utilisaient la presse. Mais en fait, c'était d'autres codes parce que c'était pas digitalisé. Mais je pense qu'il a tout compris parce que il a fait pareil 50 ans en arrière, finalement. Mais lui, il a utilisé le F-Session. Hein. En plus. C'est tellement la presse, mais lui, c'est plutôt le F-Session. C'est pas le F-Session qui fait gagner beaucoup d'argent. Enfin, ça lui fait gagner de l'argent indirectement. Et en plus, c'est une figure. Constantin, il a des phrases mythiques. Il y a aussi le truc du F-Session. Mais effectivement, c'est un véhicule, c'est un moteur. D'ailleurs, je sais pas si tu as des idées comme ça, mais du sponsoring dans ce sens-là, ça peut peut-être fonctionner. Il y a des idées qui sont des fois un peu folles. Hein, mais... On a une époque quand même différente. Hein. On a une époque quand même vachement différente. D'ailleurs, il le dit dans l'épisode, hein, qui est super intéressant pour les pros de l'immobilier, hein, s'ils souhaitent aller l'écouter, parce que je lui ai demandé s'il pensait que c'était possible de refaire ce qu'il a fait. Ouais. Mais il l'a dit ouvertement, si j'arrivais aujourd'hui sur le marché, je pourrais jamais faire ce que j'ai fait. Ouais. Et je veux dire, il a quand même l'humilité de le dire, parce que c'est comme tous les gros de l'immobilier aujourd'hui, c'est des bosseurs de fous, c'est des Bernard Nico, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, on peut aimer le gars ou pas. Tu reçois des mails à 3h du mat, 4h, 5h. Justement. Et puis là, il doit arriver à 80 ans, Bernard Nico. Enfin, il doit pas être très très loin. Donc c'est des bosseurs, mais des acharnés, quoi. Et moi, j'ai beaucoup beaucoup de respect pour ces gens. Ouais. Autant Constantin que Bernard Nico, que Orlati, que Chatila, enfin voilà, et voilà. Mais et donc on aime ou pas le personnage, c'est des acharnés, quoi. C'est incroyable. Les mecs, ils comprennent, ils vont très vite. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent, entre guillemets, pensent que avoir une audience, c'est monétiser une audience, parce qu'ils pensent peut-être qu'on est en France ou d'autres pays, alors qu'on est dans une petite région. Mais concrètement, est-ce qu'avoir une grosse communauté veut automatiquement dire gros business? On parlait en off, tu me disais, mais moi, les podcasts, ça me génère pas vraiment de deal. Mais est-ce qu'une communauté, ça aide aujourd'hui quand même à être visible, à générer du business, etc.? Non. D'ailleurs, il y a pas de proportionnalité entre le nombre d'abonnés que tu as et puis le chiffre d'affaires que tu génères. Hein, c'est sûr. Hein, ça dépend beaucoup de l'audience que tu as. Bon, puis après, c'est pas un produit accessible à tout le monde non plus, l'immobilier. On n'est pas en train de vendre des bien sûr, iPhones. Justement, mais nous, notre audience, elle est superbe. Parce que notre audience, elle est superbe. C'est des investisseurs suisses romans. Voilà, dans les appels qu'on a, les appels qu'on génère de manière organique à travers le site internet et les vidéos, c'est des personnes qui ont souvent des 100 000 francs, plus que 100 000, 300 000, 400 000, 500 000 de fonds propres. Je veux dire, à l'échelle de la Suisse romande, on peut se dire, bon, ça va, mais c'est vrai que nous, on oublie quand même qu'on est quand même en appel, si on veut bien, avec l'élite financière du monde, quoi. Ça, c'est sûr, tout en permanence. Je veux dire, j'ai beaucoup échangé avec des confrères français qui font ça en France, un peu similaire à ce que je fais. Mais c'est pour eux, ils sont assez hallucinés. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qu'on a au téléphone qui nous dit j'ai 50 000 francs de fonds propres et on lui dit bah désolé, on peut rien faire pour toi, bonne suite. Là-bas, pour eux, c'est un peu le jackpot, quoi, dans les appels qu'ils ont. C'est ça qu'il faut se rendre compte, quand même. On est sur des marchés qui sont hallucinants. D'ailleurs, je rebondis sur ce que je disais pour Christian Constantin avant, quand il m'a dit si je devais refaire aujourd'hui la carrière de zéro, je pourrais jamais faire ce que j'ai fait comme j'ai fait. C'est simplement parce que le premier dossier qu'il a fait, c'est construire un hôtel, le premier gros dossier qu'il a fait. Je sais pas si on se rend compte. Construire un hôtel, il avait 23 ans. Donc c'est comme moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Un enfer, quoi. Mais aujourd'hui, va à 23 ans, t'as fait ton CFC de dessinateur en bâtiment, mais t'as fait aucun projet d'envergure, demandé à une banque de te financer, et puis tu verras ce qu'elle te dit. Tu rigoles au nez, voilà. Donc c'est vrai que tous ces gros l'immobilier qui ont vécu une phase de l'immobilier où eux ont survécu quand il y a eu une crise hyper importante aussi. Oui. Ils ont vécu une phase de l'immobilier fantastique pour le marché immobilier. C'est pour ça qu'ils sont. Mais bon, c'est parce qu'ils ont vécu aussi le pire. Aussi. Très bien. Aujourd'hui, on a une super phase de l'immobilier aussi, mais par contre, on a des contraintes qu'il n'y avait pas avant, on a des avantages qu'il n'y avait pas avant, des contraintes qu'on n'avait pas avant. C'est pour ça que moi, je joue un petit peu dans la cour de ma génération, ce bien, qui est les réseaux sociaux en l'occurrence. Demain, ce sera l'IA. Voilà. Il faut voir qui joue avec quoi et comment. Alors, l'IA, ça, on va y revenir, mais aujourd'hui, tu es aussi dans l'ère du brand content. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner du contenu à ton audience, que ce soit des investisseurs, peu importe. Moi, j'ai un avis, c'est que ça va gentiment s'essouffler parce que tout le monde le fait, surtout que c'est un marché de niche. C'est qu'un avis. Et je pense que les podcasts, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, il y a eu Real Insiders, Inved, et derrière, il y en a beaucoup qui suivent, et j'ai presque envie de leur dire, et puis ça, je sais pas si c'est un tips, mais leur dire, les gars, attention,
un podcast, ça prend du temps, c'est beaucoup d'énergie, il faut de la constance. Toi, t'en as fait 150, moi j'en ai fait 40. Et quand c'est un podcast d'entreprise, d'une marque qui n'est pas incarnée, c'est casse-gueule. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'un podcast, c'est un micro et faire une vidéo et dire c'est un podcast. Ça, c'est un short Instagram, c'est pas pareil. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui investissent ça, alors que t'es dans un marché de niche, et qui vont perdre du temps et de l'argent. Parce que ça va pas générer de business. Ça, c'est mon avis. Est-ce que toi, tu me rejoins sur ça? Je pense aussi qu'on arrive sur l'ère de la creator economy, pardon. C'est-à-dire qu'on doit créer du média et du concept pour exister, peu importe ce que tu fais. Tu l'as fait en allant avec un hélicoptère et puis faire un énorme concours. Ça, on va pouvoir en discuter. T'avais sauté, moi je me rappelle à l'époque, d'un pont. Et tu t'étais chié dessus pour le faire. Incroyable. Je veux dire, t'es dans la creator economy, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses de entre guillemets tout ce que je viens de dire? En premier, sur le monde des podcasts, attention, faites pas cette erreur si vous voulez lancer un podcast. Le lancez pas dans l'immobilier, vous allez vous casser les dents. Les gens ils se rendent pas compte. Et deux, si tu penses qu'on arrive dans l'ère de la creator economy, on va dire. Bon, moi je pense que pour la création de contenu en général, il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée, c'est tout. En fait, c'est comme tout. Je veux dire, si tu lances une boîte de courtage aujourd'hui, il y a plein de courtiers, mais si t'es excellent, tu vas fonctionner. Oui. Voilà, si tu lances un restaurant aujourd'hui, il y a plein de restaurants, mais si t'es très très bon, bah tu vas cartonner. Ouais. Et si tu lances des vidéos sur YouTube aujourd'hui et que t'es très très bon, tu vas cartonner aussi, peu importe. Aujourd'hui, ce qui met en avant une vidéo, c'est pas le nombre de likes ou le nombre d'amis à qui t'envoies, c'est est-ce que les gens regardent ou pas. Donc c'est la durée des gens sur ta chaîne, respectivement le contenu que tu proposes. Donc en fait, si tu dis des trucs qui servent à rien, du genre aujourd'hui se lancer dans lancer une chaîne YouTube sur la santé mentale des gens ou bien la psychologie, je veux dire, il y a tellement de contenu. C'est soit t'es un docteur et t'es vraiment reconnu à l'international pour ce que tu fais, auquel cas tu peux. Auquel cas tu peux et tu parles de n'importe quoi. Soit ça va jamais marcher. Et ça, les gens se rendent pas compte de ça. Et j'ai eu une conversation d'ailleurs avec un mec qui fait pas mal de contenu, parce que je me suis retrouvé, je suis allé skier en vallée à Nanda, plus belle station de ski de Suisse romande, hein, 4 vallées, 412 km de piste. Enfin de Suisse. Hein. Je viens de Nanda. Et bref, j'arrive dans la cabine et là je rencontre un gars qui effectivement a une chaîne sur Instagram, donc il me suit et moi je suis donc j'ai reconnu, il m'a reconnu. Voilà. Oui. Puis on discute un peu, puis je dis ouais, tu vas faire un peu de contenu parce qu'il fait du contenu très divers et varié, assez extrême, sportif, etc. Ouais. Enfin pas extrême mais sportif. Donc je dis bah tu vas faire un peu de contenu, t'es au ski, c'est cool pour toi quoi. Et il me dit franchement je sais pas parce que tu vois quand tu vas sur Instagram, tu passes ton feed sur Instagram et tu vois des mecs qui balancent des backflips, des doubles backflips, ils sont dans des falaises, t'oses même pas descendre, eux ils lancent des doubles backflips et puis ils font des 100 likes, des 100 vues, des 1000 vues, simplement parce que le contenu il est tellement haut niveau et il y a beaucoup de contenu, mais du coup il y a énormément de merde. Mais le niveau a largement augmenté, c'est ça qui a changé. Oui. C'est pour ça que j'ai continué de me former, moi, pour continuer d'apporter des informations que, tu vois, personne pourrait vraiment apporter. Bien sûr. Et c'est pour ça que je continue à investir et que j'essaie de faire des nouveaux projets d'investissement, des projets particuliers, parce que comme ça, je vais pouvoir avoir plus d'inside, plus d'input à donner aux gens à travers des vidéos qui sont hyper concrètes, des choses que personne peut dire. Oui. C'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que je continue à le faire. C'est pour ça que je continue de parler aussi à beaucoup de clients et beaucoup de personnes parce que eux m'apportent des informations, eux me posent des questions et donc je sais ce qui intéresse les gens et donc j'utilise ça pour faire des vidéos après, tu vois. Bien sûr. Et je pense que le problème des gens, c'est qu'ils font ça à l'inverse, tu vois. Ils se disent je veux lancer un podcast, puis ça a l'air sympa, puis ils font un podcast, ils savent pas quoi dire, puis ça marche pas. Mais évidemment que ça marche pas. Ça intéresse personne. Publier. C'est un budget média. Toi, tu sponsorisais aussi pour te faire connaître les podcasts ou les shorts comme tu veux. T'as une équipe derrière, t'as des locaux. C'est pas donné non plus. Ouais, mais je pense que si t'es un mec qui a un talent de fou dans quelque chose, tu peux faire des vidéos avec un budget ridicule et puis faire des millions de vues, tu vois. Mais ce qu'il me disait, lui, tu vois, dans la cabine, c'est, écoute, moi, je pourrais faire un backflip, j'atterris dans la neige, voilà. Et je m'en sortirais, tu vois. Mais ça va jamais marcher. J'ai la personne qui regarde ça parce que en un clic, maintenant, tu peux accéder à Red Bull qui fait des vidéos de fous furieux en ski freestyle. Exact. Avec des mecs en ski freeride et qui font des mecs qui font des
des corks 12 000, tu vois, je sais même pas comment ça s'appelle, mais des trucs que t'as jamais vu. Tu te dis, un humain, ça peut pas faire ça. Mais du coup, et on a rationalisé ça. C'est-à-dire, on a même rendu ça presque ridicule, tu vois. On a complètement normalisé de faire des trucs complètement extrêmes. Oui. Et c'est pour ça que le mec qui a grimpé la tour, là, le gars qui monte à main nue sans être attaché de quoi que ce soit, il y a eu un documentaire sur Netflix. Ou une obstacle avec Kaizen. Voilà, exactement, à la limite. Ouais, mais bon, ça, c'est moins impressionnant, je trouve. C'est un gars très, très impressionnant ce qu'il a fait de ça. Mais il avait déjà une audience, etc. Mais il y a des mecs pas connus du tout qui font des trucs de fous furieux, qui grimpent des immeubles que t'as jamais vus, et qui prennent des risques de malades, et ils intéressent personne parce qu'il y a un mec qui a fait un truc plus extrême. C'est lui qui a tout ramassé. Et ça, c'est difficile, tu vois. Et ça, donc, dans ton marketing à toi, parce que là, tu rebondis sur la question que je te disais, monter faire un énorme concours, prendre l'hélicoptère, aller où, ça, c'est un petit peu show-off, mais c'est pas parce que forcément tu veux le faire, c'est que tu connais aujourd'hui le code des réseaux sociaux. Plus c'est impactant, sensationnaliste, plus l'algorithme, ça va te générer de l'audience. T'as fait l'énorme concours où tu m'avais dit en off, mais ça on en parlait que putain finalement ça t'a coûté de l'argent parce que on t'a ban. Ça je pense que tu devais être vert le jour où on t'a dit ça. Mais est-ce que tu peux expliquer ce côté, donner des tips aux gens justement qui veulent se lancer aussi? C'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est dans la créateur économie, parce que pour moi ce type de contenu c'est de la créateur économie. Il faut être show off, sinon sur les réseaux sociaux t'es mort, t'es pas vu. Ouais. En fait il faut être niché, quoi. Moi je pense que c'est ça, il faut être niché. Le grimpeur c'est le meilleur grimpeur du monde, voilà, puis il fait des vues parce qu'il fait des trucs de fou, donc il faut avoir un sujet, mais le problème c'est que plus t'es niché, évidemment plus ton audience rétrécit, parce que un mec qui grimpe un bâtiment sans être attaché, ou un mec qui fait des figures de fou furieux en ski freestyle, c'est assez gens juste parce que c'est impressionnant à regarder, mais un mec qui raconte quelque chose de très spécifique sur le financement immobilier en Suisse, c'est pas, tu vois, l'accroche elle est pas incroyable. Maintenant moi je me suis vraiment spécialisé dans l'immobilier suisse romand de l'investissement, et donc j'ai décortiqué ce machin en long en large, donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis désolé, mais c'est vrai que je pense que j'ai quand même pris beaucoup de marché pour ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc on a fait tellement de vidéos, c'est pas évident de marcher là-dessus. Par contre, quelque chose que je fais pas dans l'immobilier en Suisse romande, typiquement si j'étais un courtier, moi ce que je ferais c'est des vidéos. Alors maintenant il y en a beaucoup qui le font, hein, mais si j'étais un courtier haut de gamme, et puis pour citer personne, mais Rockwell, enfin pour pas citer de nom, mais Rockwell le fait très bien, je trouve, hein. Ils font des vidéos très haut de gamme de bâtiments très haut de gamme. Ouais. Alors après, on pourrait faire des hooks qui sont meilleurs que ça, on pourrait faire des vidéos plus dynamiques que ce qu'ils font, ils pourraient faire des vidéos YouTube incroyables qu'ils font pas, sauf erreur, hein. Je sais pas s'ils font des vidéos YouTube, mais je sais pas, je saurais pas trop te dire. Ils avaient, je crois, lancé un podcast, après c'était un peu tombé à l'eau, mais je vois le style, c'est du haut de gamme, du coup c'est impressionnant, c'est sensationnaliste, et du coup ça fonctionne. Julian Lee, il le fait aussi, hein. Gasly, il le fait aussi. Mais c'est vrai que là, Kretz font ça. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Tu sais, c'est con. Hein. J'ai proposé à un de mes clients, parce que en marketing immobilier, j'ai acheté les lunettes Ray-Ban Mayweather là. Je leur ai dit, les gars, vous allez m'activer ça, on va faire des lives quand vous présentez un bien qui est show-off comme ça. Il n'y a personne qui est à l'aise encore pour utiliser ça. Ça sort un petit peu du lot quand même. Personne n'est chaud pour l'instant. Il en suffira que un le fasse. Comme je sais pas si tu te rappelles à l'époque, aucun courtier osait être face caméra. Il y en a un qui l'a fait. Bim, maintenant tout le monde est face caméra pour montrer les maisons. Il en faut toujours un premier. Et ça, je trouve par exemple que c'est dommage et qu'il pourrait peut-être se diversifier, pardon. Ce fameux concours là, du coup, dégoûté. Non, moi je l'ai pris comme un risque entrepreneurial. Hein. C'est un pur risque entrepreneurial. Pour quelqu'un qui fait du business, il comprendra. Oui. Mais nous, c'était une pure stratégie de génération de leads nouveau. Hein. C'est pas. Il n'y a pas tortillé du cul 10 ans. Hein. C'était, on va se créer beaucoup plus de visibilité. L'intérêt, ça devait durer 2 semaines. On s'est dit à la fin des 2 semaines, on va faire de la publication de vidéos qui sera un peu plus large. Oui. Sur les réseaux sociaux. Donc en gros, on lançait le concours. On avait 2 semaines pour tourner ces vidéos et ça commençait à sortir après le concours. Ouais. Et donc chose qu'on n'a pas faite puisqu'après 24 heures on s'est fait couper, puis 48 heures. Donc donc le concours a duré 2 jours au lieu de 2 semaines. Ouais. Ce qui évidemment a posé un immense problème pour nous. Donc nous c'est 30 000 balles qu'on a acheté à la poubelle. Ma foi, c'était un risque entrepreneurial. Et t'en dis quoi Instagram?
Ah mais rien, mais eux c'est tellement petit pour eux ça. Enfin, oui. c'est complètement égal. Ils t'ont rien dit. Ça... T'avais le service après-vente, puis t'ont dit désolé. Non, mais je les ai eu au téléphone. Non, mais le deuxième jour, quand ils ont coupé, pour les personnes qui savent pas, donc on a posté un concours sur Instagram. On offrait 1 an de loyer plus des autres cadeaux. C'était 5 iPhone 17. iPhone 17, c'est juste, hein? Oui. 17, ouais. 5 iPhone 17 et puis des Magic Pass. Ou iPhone 18, je sais pas. Il y a déjà le 18 qui est sorti? Je crois qu'on est au 17. Ah non, 17, je sais alors. plus, ouais. Ok, 5 iPhone Et 17 et Magic Pass, ouais. bon, bref. Et puis on a lancé le concours et il a vraiment cartonné. Il a tellement cartonné que on s'est fait couper par Meta. Parce que je dis il a vraiment cartonné, c'est qu'on faisait 1000 commentaires par heure. Donc on était à 48 000 commentaires après 48 heures. Et c'est gigantesque. Pour un Suisse romande particulièrement, c'est gigantesque. donc on s'est dit en 48 heures, je pense que tout le monde nous a vu. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que... Suisse romande. Ouais, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que moi, j'étais à la PC cette semaine-là, à la protection civile. Donc bon, autant dire que c'était très compliqué. Hein. J'étais dans des abris, donc je devais me cacher en dehors des abris pour faire des téléphones avec Meta. Enfin bon, bref, c'était vraiment un cauchemar. Mais bon, tout ça pour dire que le premier jour, on a publié. Oui. J'étais à la PC et le deuxième jour, tout le monde savait que j'avais fait le concours, quoi. Et les mecs, ils arrivent le matin et ils disent, mais c'est pas toi le mec sur le concours. Ah, c'était marrant ça. Ah mais c'est énorme. Franchement, je trouve que je trouve ça incroyable parce que ça fait bouger les codes, les lignes aussi. Et puis maintenant, vu que t'es installé, les autres, ils oseraient aussi faire des choses comme ça. Et puis c'est de la génération de leads, donc t'as non plus rien réinventé, mais t'oses le faire. Puis bon, ça demande aussi du budget. Hein. Comme t'as dit, t'as jeté 30 000 francs entre guillemets par la fenêtre. Selon toi, pourquoi certains arrivent à créer une vraie marque et d'autres non? Moi, je me dis, je pose la question parce que est-ce qu'il y en a qui souhaitent plus devenir connus avant de devenir compétents? J'ai vu des gens qui se lancent sur les réseaux sociaux. De toute façon, ça se voit vite fait. Une personne qui est sur les réseaux sociaux pendant 5 ans, c'est que ça tourne. Une personne qui se lance 3 semaines et disparaît, c'est qu'il n'y a pas eu de lead. Sinon, tu continues à le faire. Est-ce que toi, tu as une sorte de... Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, je pense pour continuer à le faire, il faut vraiment avoir la dalle. Hein. Ouais. Parce que moi, si j'avais 45 ans, 2 enfants, c'est sûr que j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Ouais. C'est sûr que je vivrais pas comme je vis. Donc, qu'on s'entende, hein, pour que ça tourne, il faut quand même... à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui paye. Ouais, bien sûr. Tu vois, et il y a quelqu'un qui doit payer pour ça. Et dans un marché aussi petit que la Suisse romande, franchement, moi, pour que ça tourne, pour cette partie de création de contenu qui a coûté très cher au début, alors maintenant, en plus, il y a de l'IA, il y a plein de trucs qu'on automatise, il y a des trucs vraiment, vraiment bien, mais bon, avant, ça coûtait plus cher que ça. Celui qui a payé ça, c'est moi. Ouais, bien sûr. Ta propre poche. Voilà, c'est moi qui, effectivement, alors je payais moi, puis surtout, c'est moi qui tournais la nuit, le week-end. J'ai fait des tournages au Portugal avec l'agence qu'on avait qui était au Portugal pour faire du montage vidéo, mais c'était des Français qui habitaient au Portugal. Donc, celui qui a payé, c'est moi. Donc quelqu'un qui se lance maintenant, c'est vrai qu'il doit comprendre ça, quoi, pour faire un volume qu'on a fait. Et puis, il y en a qui font beaucoup plus que ça. Après, ils ont des grosses équipes. Et après, de nouveau, si tu as un volume beaucoup, beaucoup plus important que ce qu'on fait là, c'est soit tu as une audience internationale, tu vas en France et tu touches l'Afrique. Et t'es pas niché. Aussi, et t'es pas du tout niché, tu fais un truc très large. Soit tu es aux États-Unis. Il n'y a pas de miracle, mais tu peux pas être spécialisé en Suisse romande dans l'immobilier et puis faire un volume phénoménal en payant des Suisses. C'est impossible, en fait. La concurrence, c'est impossible. Je comprends. Tu te bats avec des mecs qui sont... avec des mecs qui ont des monteurs vidéo qui coûtent rien, qui font du montage vidéo pour rien, et ils en ont à l'appel et ils publient des vidéos partout. Et ils vont jamais gaver l'algorithme puisqu'ils ont tellement de visibilité probable. Ils ont des milliards de personnes qui peuvent toucher. Et même juste le marché francophone par rapport au marché que j'ai moi, c'est à toi aussi, hein, qui est donc l'immobilier suisse romand. Mais c'est moi, je fais pas de vidéo, rien. On s'en rend même pas compte. Moi, en plus, c'est même pas filmé parce que je vois le temps que ça prend. Et puis, non, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, beaucoup rêvent d'avoir ta visibilité. Enfin, pas rêve, c'est un faux mot. Beaucoup se posent la question de se dire, mais est-ce qu'il faudrait pas faire du Edouard? C'est plutôt comme ça la question. On me l'a même posé à moi. C'est souvent la question, ça. Ça peut m'arriver, ouais, ça peut m'arriver. Parce que de nouveau, t'es arrivé un peu comme un ovni. C'est vrai, au début. Puis aujourd'hui, tu fais les tables rondes, on t'invite partout, tu donnes des cours. Les gens, je pense, potentiellement voient que ça fonctionne. Donc c'est quand même, quand tu vois une personne et puis qui fait des trucs, la keynote, moi je la trouve incroyable en termes de production. Bravo. Alors ça a un coût, hein, j'imagine bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... On est dans l'ère du personal branding, de toute façon. Même un courtier doit incarner sa marque. Aujourd'hui, si t'es pas... on parle de courtage là, mais si t'es pas un Barnes, un Sotheby's qui a une notoriété nationale et internationale avec des gros budgets marketing, c'est des grosses écuries, si t'es plus petit, tu dois incarner ta marque, t'es obligé, sinon t'es mort.
Et moi, je pense que la meilleure personne qui incarne le personal branding aujourd'hui dans l'immobilier, mais je dirais même au niveau tout secteur confondu en Suisse romande, c'est toi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup. C'est la marque Inved qui est pas assez connue par rapport à Edouard Kerr. Ouais, bah ça c'est le problème que j'ai. Voilà, ça on peut en reparler, mais c'est les gens ils veulent parler à Edouard, tu vois. Ouais. Donc pour moi il y a des monde qui dit mais est-ce qu'il faut faire du Edouard? J'ai dit mais Edouard tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière, c'est pas en claquant des doigts qu'on fait du Edouard déjà, ça c'est la première chose. Mais pour les gens qui veulent avoir cette visibilité, cette audience, ton business, honnêtement, quel est le prix caché de tout ça? Et ensuite, c'est quoi la critique à toi qui t'a le plus touché personnellement jusqu'à aujourd'hui? La critique des personnes de... Ouais. Alors déjà, premièrement, quel est le prix caché à tout ça finalement? Quand t'as de la visibilité, t'as une audience, t'as un business, bah tu me disais, bah j'ai pas de vie non plus. Ah non, bon. Non, alors moi, le prix caché, c'est juste que ouais, c'est dur de tenir sur la longueur. Je veux dire, c'est beaucoup de discipline, quoi. Franchement, c'est tout. C'est beaucoup de discipline. Moi, ça m'en vient tellement. Et t'en as marre là un peu ou enfin tu t'es Ouais. Alors non, en fait, j'aime bien les vidéos YouTube. J'aime bien. Le problème, c'est qu'on en fait beaucoup, donc j'en tournais souvent. Ouais. Les vidéos YouTube, j'aime bien. Ouais. Je partage des informations à travers la caméra sur des sujets qui sont assez longs. Je peux expliquer. Oui. J'aime bien. Les podcasts, je trouve ça super intéressant. Si je devais garder qu'une seule chose sur tout ce que j'ai fait, en fait, tout ce que j'ai comme contenu, c'est le podcast, clairement. Ouais. C'est une vraie conversation. Après, je le ferai plus en conversation parce que là, je me bouconne avant les gens. Mais si je vais garder que ça, oui. Parce que tu vois, je sais que ce que je dis dans les vidéos YouTube, mais si je devais garder que ça, j'interviendrai beaucoup plus. Bien sûr. Les podcasts politiques, ça m'intéresse beaucoup. On y reviendra peut-être après. Hein. Oui. Deux, trois questions dans ce sens-là. Et voilà. Mais sinon, non, j'en ai pas marre de manière générale. Enfin, moi, je sais pourquoi je le fais. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on doit améliorer, optimiser, pour me faire gagner du temps aussi. Okay. Mais après, on est déjà pas mal optimisé. Hein. Moi, pour se rendre compte, ça me prend aujourd'hui, allez, 1 jour et demi, je pense, plein temps par mois. Ouais. On sort quand même 70 vidéos par mois. Ouais. Donc voilà, c'est assez optimisé maintenant dans ce qu'on fait. Je me rappelle. Alors moi, je me déplace encore chez certains, mais j'ai aussi maintenant des bureaux à Gotham, donc les gens se déplacent parce que je sais pas si toi ça t'arrive aussi, mais je pense qu'aujourd'hui 60% des podcasts c'est des gens qui me contactent pour venir. Je pense que toi c'est aussi pareil. Enfin, je sais pas si vous avez le même entre guillemets ratio, mais heureuse. Je sais pas si tu te rappelles au début où tu dois te déplacer à gauche, tu perds la journée en fait. Les gens ils se rendent pas compte que derrière toi t'as Inved, moi derrière j'ai ImmoSprint et j'ai d'autres choses, et que ça prend énormément de temps si t'es pas optimisé. C'est facile, hein, c'est pas rentable un podcast. Ouais, c'est beaucoup de passion. Ça peut contribuer à avoir 1 ou 2 leads, mais c'est plutôt un truc de passionné à la base. Hein. C'est clair. Moi, ça m'a crédibilisé. Moi. C'est pour ça que je l'ai fait de base. Hein. Aussi. C'était pour être entouré d'autres professionnels, que je puisse expliquer ce que je fais, qu'ils comprennent qui je suis. Ça, c'est vrai que ça. C'est pour ça que je l'ai fait de base, mais après, ça a beaucoup évolué depuis, parce que je fais plus ça pour ça. Donc ça, c'était un des prix cachés. Mais si tu veux donner un conseil, justement, à quelqu'un qui voudrait, entre guillemets, faire du Edouard, tu lui donnerais quoi comme conseil aujourd'hui, si vous voulez se lancer de zéro? Qui voudrait faire du Edouard en termes de personal branding, c'est-à-dire en termes de communication, de marketing, etc. Pas en termes de business, parce que ça c'est autre chose. Ouais, c'est une bonne question. L'autre question que tu avais, c'était quoi? C'est quoi la critique? Mais ça c'est beaucoup plus humain. C'est quoi la critique qui t'a le plus touché personnellement jusqu'à aujourd'hui? Alors bon. Pour quelqu'un qui veut faire exactement ce que je fais, autant. Alors moi, je réfléchirai à 2 fois avant de faire ce que je fais, parce que c'est vrai que. Alors là, il y aura un peu le statut de suiveur pour faire quelqu'un qui fait ce que je fais. En plus. Ce qui est embêtant, mais je dirais que là, pour l'ego surtout, puis les personnes dans l'immobilier ont souvent beaucoup d'ego. Ah ouais. Donc voilà. Ah, tu fais comme Edouard. Mais après, justement, ce serait un problème. Mais après, je dirais qu'il faut bien réfléchir, quoi, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est visible, on est visible pour toujours. Moi, j'ai bien réfléchi avant de faire ça, hein, mais j'avais 2 options. C'était soit je continue à faire un peu de courtage, j'achetais des appartements de temps en temps, que je revends ou je fais du rendement, puis j'en garde et je fais une fois chaque 2 ans ou par année, j'achète un appart que je garde, puis dans 10 ans, 20 ans, je suis vraiment tranquille et voilà, j'aurais fait mon petit bonhomme de chemin, etc. Ouais. Soit je prenais la voie que j'ai prise. Donc j'avais ces 2 options. Hein. Évidemment, mon père m'a dit, mais pourquoi tu te fais chier? Voilà, parce qu'il n'a pas du tout cette mentalité que j'ai. On a une mentalité très différente. Mais voilà, mais il a tout à fait raison sur beaucoup de sujets. Et puis moi j'ai pris l'option parce que j'avais 23 ans justement et pas d'enfant, pas de charge, pas de problème.
pas de contraintes. Parce que j'étais dans cette situation, j'ai choisi la voie que j'ai prise. Mais sinon, j'aurais jamais fait ça. Hein. Okay. Vraiment, franchement, j'avais 10 ans de plus, j'aurais pas fait ça déjà. Donc, c'est-à-dire à 33 ans, 35 ans, j'aurais jamais fait ça. Donc, c'est-à-dire que si j'ai 45, 50, c'est sûr et certain que je fais pas ça. Ouais. Donc voilà, moi, je me poserais bien la question, quoi. Puis le problème, c'est qu'en étant jeune, t'as souvent aucune idée de l'immobilier. Alors, moi, j'ai vraiment eu du bol parce que j'étais tombé très jeune dans le domaine, puis j'ai fait le brevet relativement vite. Dès que j'ai pu, j'ai fait le brevet. Ouais. Et donc, j'ai réussi. Après, je me suis dit, bon, bah, ça y est, je peux y aller. On se lance. Et sans brevet, j'aurais jamais fait ça. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de. Moi, j'ai coché pas mal de cas. Je pense que je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, avec la bonne formation, avec la bonne mentalité, honnêtement. C'est vraiment un cumul de coups de bol que j'ai eu. D'ailleurs, bon, rien à voir, hein, mais aujourd'hui, je sais pas si on se rappelle quand on discutait que tu voulais lancer le podcast, j'avais un peu lancé le mien. Je t'avais aidé à trouver le nom de ton podcast, l'After avec Edouard. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le garderais ou tu le changerais du coup? Merci d'ailleurs. De rien. Encore. Écoute, j'ai toujours gardé. On va garder. Finalement, ça a bien fonctionné. Hein, c'est comme un l'After avec Edouard, quoi. C'est assez bien incarné. Le nom du podcast fait pas le podcast, je pense. Bien sûr. De manière générale, mais ouais, moi je trouve qu'il passe bien. On va garder ça. On a gardé ça. Trop et bien. Après, pour la critique, j'ai pas trop de critiques qui m'ont beaucoup touché parce que franchement, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent de moi. Donc c'est bien égal. Mais tu détestes aller dans les conférences. Bon, ça va, on est assez similaires. Je pense que le digital nous a aussi aidé le podcast. Parce que moi, aller à 8 ans de conférences, si tu fais pas, bon, toi, tu fais des tables rondes, etc. Mais aller serrer des pinces à gauche, à droite tout le temps, c'est pas mon fort. Les événements immobiliers, je les supporte pas. On dirait des posts LinkedIn en vrai. Vraiment, ça, tout le monde se lèche le cul. Enfin bref, ça prend trop de temps. Mais donc le réseautage comme ça, moi, je l'aime pas trop. Ouais. Je l'aime pas trop parce que c'est une mauvaise optimisation du temps, d'après moi. On peut faire beaucoup mieux avec de la génération de leads autrement. Après, j'ai un business B2B, c'est autre chose. Si t'es une PropTech, tu te lances, t'as pas de contact, machin, c'est autre chose. Ouais. Moi, je parle de mon cas à moi. Moi, j'aime pas ça. Oui. Et donc, j'en ai fait. Et j'en ai fait trop. Et je vais plus jamais en faire. Moi, je vais pas y aller. Enfin, j'irai plus aux événements immobiliers. Je peux éventuellement passer 1 heure. C'est un événement, c'est sur mon chemin, etc. Puis par accident, machin, je rencontre un gars, je bois un café. C'est le maximum. Ce que je peux faire éventuellement, c'est intervenir faire une intervention. Ça, je suis d'accord. Le reste, je fais pas. Ok. T'en as fait beaucoup d'ailleurs. Des interventions, ouais. Ça, je suis complètement d'accord. Ça, c'est cool. En plus. Pour des événements, je suis complètement d'accord. Ça, pour moi, c'est rentabilisable mon temps. J'ai jamais facturé pour ça, mais c'est rentabilisable parce que, de nouveau, c'est la visibilité. Mais par contre, je le fais pas et ça m'intéresse même parce que ça me force à aller creuser sur des sujets spécifiques pour la conférence. Donc moi, ça me force à aller apprendre des trucs que je vais ensuite redonner comme conférence. Et en plus de ça, ça me force à parler devant des gens qui est toujours inconfortable, peu importe combien de conférences on a fait. Il y a personne qui aime vraiment faire ça. Ouais. Donc, mais maintenant, j'en ai fait tellement que. T'es rodé, quoi. Ouais, franchement, parce que j'en ai fait beaucoup en conférence, en webinaire, mais ça n'a rien à voir. Quand tu vois pas les gens, ça n'a rien à voir. Et quand tu vois les gens, et tu vois les gens qui baillent, tu vois les gens qui sortent le téléphone, tu vois les gens qui rigolent, les gens qui rigolent pas. C'est plus perturbant. Hein. C'est vraiment perturbant au début, et t'arrives à capter avec le temps, qu'est-ce qu'il faut dire, quel rythme il faut avoir, quelle blague t'as le droit de faire. Puis en fait, je me rends compte aussi, en ayant des podcasts, avec des personnalités qui sont des Chatila et des Constantin, que la réalité, c'est que les gens, ce qu'ils viennent voir, c'est de l'authenticité. Ils viennent voir un mec qui en a rien à foutre. C'est-à-dire un mec qui dit ce qu'il pense. Mais plus t'es clivant, je crois, plus ça fonctionne. Vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à intégrer même des blagues politiques dans les conférences. Des blagues politiques qui sont très, très. Ça, c'était une question. Parce que on avait aussi parlé en off où t'avais des commentaires qui étaient peut-être pas bienvenus parce que un politique de gauche, un autre de droite. Puis en fait, t'attises un petit peu les commentaires de haters sur les réseaux sociaux. Tu vas continuer à faire du politique ou tu m'as dit j'hésite à continuer sur ce tir-là? Écoute, moi je trouve que la politique c'est intéressant. Je trouve que les politiciens, déjà de manière générale, quand j'ai développé moi mes compétences dans l'immobilier et mon réseau à travers l'immobilier, je me suis rendu compte de ce que les gens savaient et de ce qu'ils savaient pas. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qu'on pense, il y a des gens qu'on voit parfois à la télé, parfois des gens qu'on rencontre, parfois même des gens très bien placés dans des sociétés immobilières qui n'ont aucune idée de ce qu'elles disent, mais vraiment qui ne savent pas en profondeur ce qu'elles racontent. Okay. Et donc qui comprennent pas ce qu'elles disent. Il y a des choses qu'elles disent, qu'elles répètent bêtement, mais qu'elles ne comprennent pas. Et ça, je me suis rendu compte en ayant des discussions relativement longues à travers des podcasts ou à travers des podcasts ou alors à travers des parce qu'il y a aussi, moi, je mets en avant un peu les gens dans les podcasts, donc c'est-à-dire je leur laisse la parole. Bien sûr, et puis c'est vrai quand elles disent des trucs qui sont faux. Ou des trucs qui sont approximatifs, je rebondis pas dessus. Peut-être c'est une erreur, peut-être que je devrais le faire, mais je rebondis pas dessus. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'elles font et j'ai toujours surestimé les personnes, mais c'est vrai qu'en fait c'est des gens normaux, c'est des gens qui ont aussi une famille, qui ont aussi des choses à faire, qui ont aussi le travail. Quand elles sortent du travail, elles pensent à autre chose, elles font autre chose. Il y a des cas très particuliers qui sont des gros leaders qui connaissent des choses que vraiment je connais pas. Par exemple d'un Michel Dominicé. Okay. Voilà, lui c'est un docteur, je veux dire, il est vraiment très calé sur beaucoup de choses. Ou Talman de l'EPFL. Mais tu l'as eu lui
Ouais, lui, je l'inclurais pas là-dedans, par contre. Ok, mais, ok. mais ouais, un profil super intéressant, mais que j'inclurais pas là-dedans. C'est pas du tout le même genre de profil que Dominique, typiquement. Ouais, je parle en termes de savoir, vu que c'est un prof EPFL. Ouais, mais c'est un savoir très, très académique. Ok. Pas tellement pratique, justement. Ok. Mais enfin, après, c'est mon feeling. Hein. Oui, bien sûr. J'ai rien contre lui, hein. Super intéressant comme personnage. Après, on est d'accord ou pas avec ce qu'il dit, mais super intéressant comme personnage. Lui a été très clivant, par exemple, sur YouTube. Ok. Mais très, très académique comme profil. D'accord. Et voilà, tu vois, tu parles à un Constantin. Constantin sera vachement plus approximatif sur ce qu'il dit qu'un professeur Talman, mais par contre c'est purement de la pratique ce qu'il dit. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, c'est des choses qu'il a fait, quelque chose qu'il a vu. C'est pas quelque chose qu'il a appris dans un bouquin ou qu'il a évalué dans une étude faite financée par la Commission fédérale des études du développement durable du logement. Tu vois ce que je veux dire. Je préfère 1000 fois ce genre de profil. On peut préférer ou pas. Moi je dis pas que je préfère l'un ou l'autre. Je dis que c'est des profils, tu vois, qui sont très très différents. Ok. Donc les politiciens. Tu vas continuer. Alors les politiciens, pardon, j'ai pas du tout répondu à la question. Les politiciens, ça m'intéressait parce que c'est très lié à l'immobilier. La politique, ça m'intéresse de manière générale. J'avais 2 options pour 2026 et 2027. C'était soit l'allemand, soit j'apprends beaucoup plus l'histoire politique. Okay. Et au final, je me suis dit jusqu'au 31 mars 2027, je fais de l'allemand, ensuite je fais 1 an d'italien et ensuite après je ferai de la politique. Okay. Alors je ferai pas de la politique, je ferai jamais de politique, on s'entend bien, hein, mais j'apprendrai plus l'histoire politique parce que ça m'intéresse et j'aimerais plus rebondir sur les podcasts des politiciens. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai clairement des lacunes en politique ou en histoire politique. Mais ça peut influencer le business, la politique, pour toi, si demain tu veux faire un développement de terrain. Parce que des fois tu te dis, voilà, les politiques, si tu l'as dans la poche, bon, là je caricature énormément, hein. Non, mais en réseau, oui, t'as complètement raison. En réseau, oui. Ça, c'est l'IA remplacera jamais ça. Pour le coup, ça, c'est clair. C'est un numéro, t'es très probablement un numéro WhatsApp près de faire quelque chose. Ouais. Mais oui, après, il faudrait que je maintienne peut-être des relations. C'est parce que moi, j'ai jamais fait un podcast. D'ailleurs, il y a aucune personne que j'ai utilisé aucune personne que j'ai vu en podcast pour faire du business. Ouais. Donc, je les ai invitées, elles sont venues, on a fait l'épisode. Des fois, on partage notre contact. Bien sûr, voilà. C'est du contenu. Alors, des fois, si on peut se revoir sur des affaires, parce qu'on est dans l'immobilier sûrement, c'est très petit, etc. Mais un politicien, par exemple, j'ai jamais activé aucun politicien pour rien du tout. Donc aujourd'hui, je le fais pas pour ça. J'aimerais avoir des politiciens de tous les partis. Je fais un appel ici si tout d'un coup un politicien ou une politicienne de gauche, spécifiquement Parti socialiste ou Vert. Alors je sais qu'il y en a probablement très peu qui écoutent cet épisode, mais s'il devait y en avoir, je suis très ouvert à faire des épisodes parce que c'est très difficile pour moi d'attirer des politiciens de gauche. D'ailleurs, je salue Benoît Gaillard qui a fait un épisode avec moi, donc conseiller national Parti socialiste. J'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'il fait des TikTok aussi, des trucs comme ça. Donc, très clivant, très clivant. Par contre, il a vraiment compris comment ça marche, les algorithmes. Bien sûr. Mais très clivant. Moi, je le trouve un peu agressif pour un marché politique suisse romand. Suisse de manière générale, je le trouve trop agressif. Mais bon, ça, je lui dirais avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il est très très clivant. Il provoque beaucoup, mais il adore ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit. Je l'ai invité moi à la table ronde Rennes que tu as vu, où j'étais modérateur. Et c'est lui qui m'a dit. Je me réjouis vraiment parce que moi, j'aime beaucoup. Il aime rentrer dans le ring en fait. Exactement. Et ça a pas manqué. Je veux dire, il est rentré avant même de commencer la conférence. Il allait voir Dominique pour lui dire. En tout cas, moi, je pense que. Il m'a dit un truc de fou. Il m'a dit, quand je vois cet événement immobilier et que je vois toutes ces personnes ici qui ont des salaires énormes à rien faire, je me dis que les marges dans le milieu, elles sont plutôt confortables. Et j'ai dit, c'est incroyable. Pour qu'il dise ça. Gauche, quoi. Non, mais il est fort, quoi. Il est fort pour ça, mais et je trouve intéressant. Mais après, voilà, j'aime bien les politiciens. Maintenant, c'est vrai que ça crée du clivage aussi pour moi. Ouais. C'est vrai que j'ai une première cliente qui a dit, je signe pas de contrat avec vous parce qu'il y avait Frasinger sur la chaîne. Ah ouais. Ça, j'ai eu. Ouais. Ok, ouais. Mais une seule. Hein. Après, elle avait l'air pas facile, mais j'en ai une seule qui m'a fait ça. Ok. Et je me dis, est-ce que moi je me mets dans cette position parce que j'ai rien validé de ce que Frasinger a dit. Ça vaut la peine, quoi. Ouais. Mais est-ce que ça vaut la peine? Parce que moi, ça m'apporte rien du tout. Ouais. Si ce n'est peut-être éventuellement du réseau, mais même là, je l'ai jamais activé. Peut-être qu'un jour ça me sert, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je trouve intéressant. Après, si les gens n'arrivent pas à faire la part des choses et pensent que je suis un facho parce qu'ils pensent que Frasinger c'est un facho et que moi j'ai fait un podcast avec lui, alors je suis un facho, je me dis bon, est-ce que j'ai envie d'avoir ces gens de toute façon comme clients ou dans mes contacts? Pas vraiment. Donc bon voilà. Je comprends. C'est un peu la question que je me pose. Je suis un peu partagé. Un peu les dernières questions, parce que c'est vrai qu'on a fait déjà une bonne petite heure. Toi qui cumules des milliers d'heures de formation, d'expérience, d'avoir vu des gens, des conférences, du podcast, comment tu vois l'avenir de l'immobilier sans langue de bois? Et après, on va enchaîner avec l'IA. Tu le vois comment l'avenir de l'immobilier? Franchement, c'est dur. J'aurais pu te répondre à cette question il y a un mois. Ouais. J'aurais répondu complètement différent de maintenant. T'aurais dit quoi? En fait, je m'attendais pas à ce que l'IA aille autant vite que ça.
Je crois que les gens, ils se rendent pas compte de ça. C'est trop Bon, je pense violent. que personne ne se rend compte de ça. Ouais. Tu sais- Et là, tu dois avoir des géants d'immeubles, probablement qui écoutent cet épisode. C'est terminé. Bah, franchement, au secours. Hein. Alors, Au secours, Moi, pas tous les géants d'immeubles. Hein. Mais Non, putain, mais je pense que le nombre de jobs dans la géance d'immeubles va être diminué par. Mais on parle je veux dire, une boîte aujourd'hui à 80 personnes, je pense qu'à 8 personnes peut faire presque la même chose. Mais c'est terrible. Alors, ça fait au moins 30 épisodes que j'en parle. Moi, j'ai utilisé ChatGPT dès le début. Fin 2021, j'étais l'un des premiers. Je me suis dit, c'est incroyable. Mais tout, en fait, pour moi, ça va être un tsunami économique. Parce qu'on parle pas que d'immobilier. Mais malheureusement, 1 plus 1 égale 2. Tout ce qui est objectif, c'est terminé. Un assistant comptable, un comptable qui a pas, entre guillemets, un cadre élevé de contrôle de ce que fait quelque chose, ça va être réduit. Mais c'est automatique. Aujourd'hui, j'ai un projet de start-up à côté. Je l'ai fait avec Claude Code. Je me suis mis un conseil d'administration. Il m'a sorti des normes légales où je serais allé droit dans le mur si j'aurais commencé à payer des milliers et des cents et des avocats. Je suis dans le juste. Ils se rendent pas compte à quel point ça va tuer du job. Alors, ça peut être intéressant, tu me diras, peut-être pour des fonds immobiliers qui sont cotés en bourse parce que ça doit faire de l'argent, mais je pense quand même ça va être intéressant pour une régie immobilière parce qu'elle va réduire les coûts, donc elle va augmenter ses marges. Parce qu'aujourd'hui, avoir des tokens Claude, ça coûte 200, 300, 400 francs par mois. Mais je crois qu'on arrive dans une crise majeure. Ouais, là, c'est hors immobilier. C'est pour ça que je dis, franchement, moi, je peux prédire l'avenir de rien du tout. Si je dois prédire l'avenir du marché immobilier, Ouais. hors marché de l'emploi, parce Oui. que ça, c'est une question complètement différente. Mais bon, après si l'économie devait collapse, bon, voilà, si ça devait être la fin du monde ou la guerre civile, Bien sûr, bon, ouais. voilà, l'immobilier serait un peu concerné aussi. Mais si on part sur le principe aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, je pense qu'on a un manque d'alignement politique qui est tellement important que je vois pas comment le marché pourrait aller dans une autre direction que la hausse, en fait, à ce stade. Et aujourd'hui, j'ai des données qui viennent vraiment de tous les partis, et de tous les intérêts, et en fait, ils disent tous le juste et son contraire, et en fait, donc en fait, je vois très bien, je vois l'ambiance qu'il doit y avoir à peu près au Parlement. Je vois que politiquement, en fait, on va pas changer grand-chose d'ici un bon bout de temps. Okay. Et je te donne un exemple très concret, mais j'ai parlé avec un politicien de gauche qui me disait, je vais pas citer de nom parce que je sais pas trop, je cite pas de nom, mais qui est un politicien de gauche, un parti socialiste, qui me disait la réalité de l'augmentation des prix de l'immobilier, ça a rien à voir avec la pénurie de logements et puis le fait qu'on construit pas assez. Donc ça, c'était tout récent qu'on m'a dit ça. Mais il y a un collègue à moi qui est aussi politicien de gauche qui a fait une thèse de doctorat qui dit que la réalité c'est parce que les caisses de pension prennent trop de place sur le marché immobilier, donc la titrisation du marché augmente les prix. Oui. Donc fonds immobilier, caisses de pension, assurance banque, etc. Et puis un autre politicien de gauche aussi, c'est-à-dire ils sont du même parti, qui disait justement droit le contraire, et qui disait faut arrêter de crier sur les caisses de pension parce qu'elles ont des rendements tout faibles, et puis ça n'a rien à voir avec eux, l'augmentation des prix de l'immobilier. Okay. Donc j'ai envie de dire que même dans un parti comme ça aussi étroit, ils ont des avis complètement divergents. Évidemment, entre partis, il y a des avis complètement divergents. Ouais. Évidemment, les Verts veulent pas construire. Et d'ailleurs, je le dis souvent, mais sur l'échiquier politique, si on place l'immobilier, il y a l'UDC qui veut tout arrêter. C'est-à-dire, d'ailleurs, on vote le 14 juin. Ils veulent arrêter l'évolution démographique et ils veulent arrêter la construction. On a le PLR qui veut tout continuer. C'est-à-dire, ils veulent tout accélérer. C'est-à-dire, on augmente encore enfin, peut-être pas on augmente l'immigration, j'exagère, mais on augmente la croissance. Donc, par définition, on augmente un peu l'immigration. Et on construit beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. On a le centre qui sait pas trop se positionner, parce que le centre sait jamais trop se positionner. On a le PS qui dit, j'exclus les Verts libéraux, je sais pas trop où ils en sont, mais on a le PS qui dit il faut continuer de construire pour baisser les prix, mais il faut que personne gagne de l'argent, absolument personne, d'accord. Il faut continuer l'immigration, continuer d'accueillir. Et puis on a les Verts qui disent qu'il faut arrêter de construire, quoi, mais continuer l'immigration. Donc je pense que c'est plus dans le tort aujourd'hui, dans l'état actuel dans lequel on est, sauf à exiger des choses qu'on peut pas exiger aux gens, typiquement se partager des logements, interdire aux gens d'habiter seuls dans un appartement qui a 2 chambres, enfin voilà, ce genre de trucs. Ce sera la seule solution. Et donc j'ai l'impression qu'en fait ça va devenir, c'est tellement lent donc en Suisse. Ça va se figer. Pour toi, il y a un mois, tu avais une autre
Non, sur l'évolution du marché, j'ai le même avis qu'il y a un mois. Okay. Et je pense que les prix de l'immobilier vont continuer de grimper parce que ma foi, il n'y a pas le choix. Okay. Jusqu'où, je sais pas. Mais ce qui pourrait changer, c'est des changements majeurs dans à cause de l'IA, économique ou alors je dirais que c'est des changements parce que politiquement je vois pas en fait ce qu'on pourrait intégrer qui pourrait changer les prix drastiquement. Honnêtement, aujourd'hui je vois pas. Ok. Je vois pas, mis à part interdire la propriété privée ou j'en sais interdire les ventes immobilières comme on l'a fait dans ton cas de crise. Non, je vois pas. Ok. Est-ce qu'il y aurait, si on refait cet épisode dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais avoir construit d'ici là? C'est une bonne question. Et honnêtement, j'en ai aucune sainte idée. En fait, j'aurais peut-être pu savoir, tu vois, j'aurais dit il y a 1 mois, il y a 2 mois. Ouais. Il y a 2 mois, c'est pas si longtemps que ça. J'aurais dit effectivement doubler l'équipe, prendre un bureau de plus, développer le service, développer cette plateforme pour qu'elle soit la plus performante possible, etc. Peut-être développer des services complémentaires à l'immobilier, ouvrir un bureau suisse alémanique. Ouais. Aujourd'hui, rien à voir. Okay. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire effectivement continuer à développer cette plateforme, bien sûr, mais le service, faire ce qu'on a besoin, faire des projets immobiliers. Oui. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, donc des investissements, des projets immobiliers, des développements. C'est ce qu'on fait de plus en plus. Et puis faire des développements avec des personnes que j'apprécie beaucoup. On fait un projet d'ailleurs ici au sein de l'équipe avec les membres de l'équipe. Ah, trop bien. Fantastique, un projet immobilier. Et donc ça, c'est une merveille. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite. Voilà. Okay. Et je dirais ça. Mais par contre, je n'irai pas sur. Je sais pas. Franchement, en nombre de personnes, franchement, je sais pas dire. Franchement, c'est pas du tout un objectif. C'est plus du tout un objectif. Et je pense qu'on va, tu vois, typiquement là, on va garder le même staff. On va produire, je pense, au moins 3 fois ce qu'on produit. D'accord. Avec les mêmes ressources. Grâce à l'IA. Ouais, bien sûr. Et ça, je parle de ça dans un horizon 6 mois, dans ce qu'on fait maintenant, 3 à 6 mois. Je vois pas dans 2 ans où est-ce qu'on sera, tu vois. Mais c'est une vraie question philosophique, psychologique, qu'est-ce qu'on veut pour l'humanité, philanthropique, ça c'est clair. Moi je sais pas quoi dire en fait. Depuis que j'utilise Cloud Cowork, depuis que je vois ce qui se passe vraiment comment ça a évolué sur les 6 derniers mois. Tu fais une photo de ChatGPT 2023, tu fais une photo de ChatGPT 2026. Ça va trop vite. Franchement, je sais pas, dans 5 ans. Et j'ai écouté des podcasts super intéressants de Stéphane Mallard. Pour les personnes qui veulent aller voir, c'est un Français qui a écrit un livre qui s'appelle Disruption. Il l'a écrit en 2016. Je l'ai lu en 2018, je pense, quelque chose comme ça. Et il disait que l'intelligence artificielle allait révolutionner et que ça allait créer. Il expliquait que c'était la fin du salariat. Il expliquait que c'était la fin de beaucoup de choses. Et la fin des emplois, en fait, de manière générale. Puis là, j'ai écouté des podcasts où il dit effectivement, c'est le début de la fin du travail humain. Ouais. Ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, je trouve intéressant. Ça donne un petit peu envie de se foutre en l'air quand on écoute l'épisode, mais et de se dire en fait, je sers plus à rien. Tu vois, c'est quoi la plus-value d'être un humain? Mais c'est une vraie question. C'est une question de plus en plus réelle avec ce qu'on voit qui arrive avec l'IA. C'est assez violent. On verra. Alors, 2 dernières questions. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui souhaite se lancer, comme toi à l'époque, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je lui dirais, ça va coûter beaucoup plus cher que ce que tu penses, ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que tu penses, et ça va demander beaucoup plus de travail que ce que tu penses. Ouais. Donc, si t'es prêt à être résilient. Ouais, moi je pense que si tu t'investis pour lancer un projet maintenant, tu dois t'investir pour 10 ans. Et voilà, tu dois avoir il faut une vision très très long terme. Faut vraiment s'attendre à ce que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense quand on fait n'importe quel projet. Voilà. Ok. Ouais, c'est mon avis. Ok. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais voulu que je te pose? Non, écoute, c'était assez complet. C'était assez complet. Après, on a parlé un peu de tout et de rien. Alors, j'avais 24 questions. J'en ai posé 4 officielles. Elles restent. On a tourné autour. Ouais, mais c'est génial. Désolé. Mais c'est pas du tout grave. Franchement, mais t'es pas du tout le seul. Il y a de la digression. On parle, on rebondit. On pourra en faire une dans 1 mois. Tu vois, on peut tout imaginer. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé de faire des podcasts doublés, mais des conférences ouvertes. J'ai dit, écoute, j'en discuterai avec Edouard. Mais c'est ok, Je pense que c'était hyper intéressant. Bon. Pas de questions? Non. Toi, tu vois comment la prochaine année. De ton métier à toi, tu vois. Alors, moi, j'ai un autre point de vue. C'est que moi, je fais Alors, on est prof à l'école immobilière suisse. Je leur montre beaucoup aujourd'hui l'IA. Il y a une pression sur les prix, par exemple, dans le marketing immobilier. Une image de synthèse qui coûtait 1200 balles à l'époque. Heureusement que je fais pas ça avec ça, c'est des prestataires à moi. Aujourd'hui, tu peux quasiment, pour les images synthèse intérieures,
les sortir pour pas cher. Donc il y a une pression sur les prix. Heureusement que je suis quelqu'un qui voit les choses venir et qui sait avoir plusieurs cordes à son arc pour avoir du revenu et de la trésorerie financière. Et moi, mon objectif final, c'est de lancer une start-up ou une PropTech. J'en reparlerai un jour. Peut-être je viendrai faire ton podcast pour ça. Mais c'était mon objectif de base, accumuler du savoir, pas lancer des trucs pour savoir. Mais je pense que l'IA va aussi faire très mal aux agences marketing immobilières, à l'immobilier. Et ça va beaucoup aider, ça va optimiser beaucoup de process. Mais aujourd'hui, on arrive quand même dans un monde complètement inconnu. Ça va tellement vite. Aujourd'hui, j'utilise Bexio pour mes facturations. Avec Claude Cowork Small Business, tout est connecté. En fait, il y a plein de logiciels qui disparaissent. La traduction en ligne, je ne sais pas si tu te rappelles les gens, tu payais 200 balles pour Antidote. Quand j'ai pris ChatGPT, en un mois, ce marché il a disparu. Personne n'en a parlé. Mais moi, je travaillais chez Salt avant d'arriver dans l'immobilier il y a 15 ans. Il y avait 7 traductrices chez Salt. J'en ai recroisé une, virée du jour au lendemain. Donc, non, mais bien sûr, c'est pas inquiétant, mais ça va évoluer. Ouais, non, ça va bouger. Non, mais c'est inquiétant de fou. Non, mais c'est inquiétant de fou. Ouais. Non, mais moi, franchement... Enfin, moi, je pense que c'est vraiment inquiétant de fou. Je pense que ça mérite une table ronde que sur ça. Ouais. Mais là, c'est plus philosophique. Hein. C'est philanthropique. Ouais. Moi, je me fais pas de soucis pour moi ou pour l'immobilier ou pour le marché immobilier. Je me fais de soucis pour en Suisse. Ouais, on a un système politique, juridique, économique qui ne fonctionnera plus. Enfin, c'est mon avis. Je sais pas à quelle distance, je sais pas dans quelle durée. Mais pour le coup, il y a des soucis. Mais bon, après, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le CEO de Anthropic, c'est Bill Gates, c'est Musk. Tu vois, c'est la première fois que je me dis. Tous ces logiciels SaaS. Alors, toi, c'est encore différent parce qu'il y a beaucoup d'expertise. Mais maintenant, Cowork, un Adobe Photoshop. Alors, si tu veux pas des trucs avancés, avant, c'était chiant d'enlever un fond vert, je sais pas, un truc au bol. Il te génère des images de synthèse. Enfin, tu lui expliques avec le LLM conversationnel. Et il te fait tout. Il y a plein de logiciels qui disparaissent. Ouais, non, mais bien sûr. C'est trop violent. Ouais, un logiciel, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Alors, on parle pas de InView parce que c'est complètement différent, parce qu'il y a du savoir-faire, il y a des équipes derrière. On n'est pas un logiciel, hein, qu'on s'entende. Hein. On peut visiter des objets pour les gens, on source des opportunités. C'est vraiment ça, le plus-value qu'on fait. Hein. Le logiciel, il sert à la plateforme telle qu'on l'a aujourd'hui. Moi, j'ai jamais voulu devenir un SaaS. Hein, d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dit quand on a mis en place, c'était automatiser le processus qui nous prend du temps pour qu'on puisse se concentrer là où il y a vraiment de la valeur, qui est trouver des opportunités. Bien sûr. Voilà. Mais avoir une expertise locale, tu vois, de l'investissement que tu fais. Tu vois, les experts qu'on a, il y en a un Fribourgeois qui fait que Fribourg. Moi, je fais le canton du Valais, je connais par cœur. Enfin voilà, c'est ça qu'on fait. Hein. Mais il y a un investissement immobilier, c'est quand même cher. Donc il y a quand même beaucoup de montants en jeu. Enfin, voilà. Donc ça, c'est clair. Mais c'est vrai que d'un point de vue économique pour la société de manière générale, moi, c'est la première fois que je me dis, je vois pas comment on pourrait échapper à un revenu de base inconditionnel dans la prochaine décennie. C'est dingue. C'est mon point de vue. Après, on verra comment ça évolue. Hein. Mais c'est ce que je me dis. Je parlais avec un promoteur qui est vachement... c'est la nouvelle génération, entre guillemets. C'est des gens qui travaillent à l'IA déjà de base. Il m'a dit, avant, j'avais des SaaS que j'utilisais pour identifier des terrains. Aujourd'hui, tu code pareil, en allant te baser sur un copy-paste du logiciel, tu dis, tu me fais pareil, tu mets tes insights à toi, donc ton deuxième cerveau, et il me dit, je source plus de terrains et d'opportunités avec Claude qu'avec le logiciel que je payais X francs par année. Ouais, c'est clair. C'est violent à part ça. Enfin, c'est pas violent, tant mieux pour lui, parce que c'est bravo. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que l'IA, ce qui va être fort, c'est l'idée. Tout le reste, ça va pouvoir se faire. Ouais. Donc, ce qui va compter, c'est l'idée. Ce qui va valoir de l'or, c'est l'idée. Ouais, clairement. Merci beaucoup, en tout cas, Edouard, d'avoir participé à ce podcast. Du coup, je pense qu'on en refera un encore dans 5 ans. Je t'ai vu évoluer et franchement, bravo. Et puis, du coup, merci d'avoir participé à ce podcast. Et à la prochaine. Merci à toi. Merci, Joël. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.